Chers compagnons, chers camarades et chers amis, tous les 18 juin, nous nous réunissons ici même, au 48 rue du Four, à Paris, pour nous souvenir et pour nous inspirer. Nous souvenir bien sûr de cet appel du 18 juin 1940, quand un général plein de panache lança de Londres un appel à la résistance et au combat. Des femmes, des hommes étaient déjà en train de se lever, partout en France, auteurs souvent isolés de gestes désespérés, mais pleins de courage. Communistes, gaullistes, républicains fidèles à Valmy, militants monarchistes, syndicalistes respectueux de leurs revendications, socialistes dignes de l'héritage patriotique et internationaliste de Jaurès, chrétiens, laïcs, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas, tous rejoignirent dans le Conseil national de la résistance, organisé par Jean Moulin, que nous admirons tant. Ici et maintenant, nous voulons nous souvenir de ces femmes et de ces hommes qui prirent le risque de la fidélité et de l'engagement pour la France, pour l'honneur. Nous sommes réunis ici ce soir pour nous inspirer, pour nous interroger. Quel serait aujourd'hui le message du CNR historique? Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui résister? Pour résister à quoi? En cette année 2022, après une élection présidentielle au déroulement totalement anormal, à la veille d'un deuxième tour d'élection législative totalement surnaturel, alors que la France plonge lentement dans une crise financière et économique sans précédent depuis des décennies, sur fond de conflits internationaux en Afrique et en Europe même, nous pouvons en effet nous interroger. Mais qui dirige ce monde fou jusqu'à nous faire craindre l'usage d'armes nucléaires en Europe? Nous le savons, pour l'avoir souvent dénoncé, un nouvel ordre mondial est en train de s'imposer à nous. Ce nouvel ordre mondial n'est pas bon pour nous, femmes et hommes libres. Il n'est pas bon pour la France, il n'est pas bon pour l'humanité. Résister à la prise de pouvoir totale de ce nouvel ordre mondial est une obligation. Quel est-il? Les Français ont eu l'occasion d'en mesurer les apparences premières lors des derniers mois, et cela ne fait que commencer. Il s'agit du mariage entre la banque et la finance, les grandes industries de la santé comme de la pétrochimie, les grands cabinets conseils qui se substituent à la gouvernance publique pour imposer aux populations visées des choix absolument scandaleux. Qui est visé? Nous tous, femmes et hommes libres. Mais qui sont-ils? Tous ces BlackRock, Groupe Vanguard, tous ces Soros, Bill Gates, toutes ces sociétés Venterture, Allianz, actionnaires les unes des autres, et tout alliés aux grands labos Glaxo, Pfizer, Gilead, Sanofi, AstraZeneca, une vraie mafia. Avec bien sûr des réseaux occultes, comme le Dolder Club, ultra secret d'une trentaine de dirigeants de l'industrie pharmaceutique mondiale, recevant secrètement Emmanuel Macron dès juillet 2018, avant d'être tous invités à l'Elysée le 2 août 2021. Commission Attali, Banque Rothschild, tout ce petit monde a travaillé à la mise en œuvre d'une même politique. Délocalisation des industries pharmaceutiques françaises, phagocytage de l'État, trucage des marchés publics. Les rapports de France Stratégie sont sans appel. Voilà pourquoi la France et les Français ont été totalement démunis face à la pandémie. Comment avons-nous pu assujettir à ce point la France au profit de ces groupes, alors que nous connaissons leurs responsabilités dans les scandales sanitaires des dernières années? Mediator, Levothyrox, Dépakine, implants mammaires, des milliards de profits, des millions de victimes. Combien encore demain? Mais comment les Français ont-ils pu, dans ces conditions, réélire Emmanuel Macron? Nous pourrions ici développer à souhait, tant les exemples sont nombreux. Nous pourrions par exemple parler de l'OTAN à l'offensive et de la guerre provoquée, ou de notre effondrement culturel et linguistique. Mais l'essentiel, n'est-il pas de tirer des leçons politiques de notre situation, de comprendre que nous vivons Français en situation d'assujettissement et que notre situation se caractérise précisément par la disparition de toute forme de prévalence du bien public, du bien commun? Oui, nous sommes en train de vivre la fin de la politique, compris comme la recherche du bien de la cité. Nous vivons ainsi un véritable effondrement intellectuel, philosophique et humain. Alors bien sûr, la France a connu à plusieurs reprises dans son histoire des périodes d'effondrement, effondrement militaire, effondrement économique, effondrement politique. Mais notre effondrement philosophique actuel n'était pas le plus grave. Nous avons, Français, beaucoup de chance. Notre longue histoire nous offre de nombreux témoignages de sursaut de notre peuple, parfois de ses élites, d'une partie de ses élites. Il me souvient alors de l'immense œuvre de plusieurs grands écrivains. Les Jean Régnier, Jean Juvénal des Ursins, Martin Lefranc, Gauvin Quéré, Robert Gaguin, Achille Collier, René d'Anjou, tous frappés au cœur par la succession interminables de campagnes militaires, de peste noire et de graves troubles intérieurs, j'ai nommé la guerre de 100 ans.
Tous disent leur admiration pour le grand Alain Chartier, pour son patriotisme et pour sa foi pour le redressement futur de la France. Devant le sort douloureux et l'état pitoyable de la noble et glorieuse Maison de France. Et de vanter, Alain Chartier toujours, et de vanter, premier grand écrivain français à le faire, l'amour naturel de la patrie. Après avoir constaté, parlant de la France, que nous allons comme la nef sans gouvernail. Oui, la France a déjà connu de nombreuses périodes d'effondrement, et toujours la France a su puiser en elle la force de sa propre renaissance. Et cette renaissance est toujours venue de son peuple. Il a fallu pour cela du travail, de la patience et un solide sens commun au service de la recherche de la vérité. Je voudrais justement terminer sur ce point pour dire combien notre chemin appelle d'abord et avant tout la recherche de la vérité. Et parce que nous vivons aujourd'hui dans le mensonge généralisé, nous pouvons alors trouver secours une fois de plus auprès des anciens. Si j'osais, je réciterais amusé la ballade des contre-vérités du grand François Villon. Voulez-vous que je vous dise la vérité, écrit-il. Il n'est de plaisir qu'en maladie, de récit véritable qu'en roman, d'homme lâche qu'en chevalier, d'horribles sons que mélodie, de bien avisé qu'amoureux. Oui, comme il y a 5 siècles, notre effondrement, c'est d'abord le triomphe des contre-vérités. Ainsi nous le comprenons, la première des batailles à mener est bien celle de trancher entre vérité et contre-vérité. Et quel étonnement de constater qu'à la suite de la balade des contre-vérités, François Villon écrivit une ballade contre les ennemis de la France, et de conclure « Il n'est pas digne de posséder de vertu qui voudrait du mal au royaume de France ». Voilà toutes choses qui doivent nous rasséréner. Nous devons ensemble trouver un chemin de résistance. Ce chemin passe, nous l'avons compris d'abord et avant tout, par la recherche de la vérité au service de l'intérêt général de la France et des Français. Voilà une des leçons essentielles que nous devons tirer de l'appel du 18 juin, ici même, en ce lieu où naquit le Conseil national de la résistance. Je vous remercie.